Alors j'aimerais revenir sur les contre-indications possibles aux jeunes. Alors je l'aborde régulièrement, de manière indirecte, puis avec des exemples précis. Mais là j'aimerais prendre le temps de faire une compilation des différentes natures d'individus pour qui le jeûne serait une contre-indication. Et plus que les types d'individus, puisqu'on renvoie toujours au terrain, c'est surtout des profils, mais aussi des états, on va dire, dysfonctionnants, qui amènent à un terrain déséquilibré, ne pouvant pas bénéficier des recours du jeûne. Alors dans la majorité des cas, on estime souvent qu'il est possible de jeûner, évidemment pour plus ou moins longtemps, pour à peu près tout le monde. Alors ça c'est une généralité évidemment qui n'est pas spécialement intéressante parce qu'elle repose sur pas grand chose. On a pour aboutir de dire que le jeûne c'est naturel, que c'est pratiqué depuis des millénaires, et que du coup l'individu, quel qu'il soit, peut se permettre de jeûner. Moi je répète souvent que le jeûne c'est un acte naturel en effet, mais que c'est accompli aujourd'hui dans un environnement qui ne l'est plus du tout naturel. Donc il faut remettre les choses à leur place, c'est qu'il y a des pathologies, des carences, des états moribonds, des organismes intoxiqués chimiquement avec une faiblesse émonctorielle telle que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire connue de l'humanité. Donc on peut parler du jeûne à travers les âges, moi ça ne me dérange pas, mais par contre qu'on compare les individus dans des époques qui n'ont plus rien à voir, ça me semble assez hasardeux. Alors je vais commencer en citant par deux fois Désiré Merlien, qui a aujourd'hui 93 ans, 3 ans, et qui est toujours en activité, qui est un hygiéniste depuis 55 ans, et qui encadre des jeunes hygiénistes depuis 50 années, et il l'a fait pour, je sais pas, entre 5 et 7 000 personnes, il sait plus trop lui-même. Et donc quand j'ai pris des cours avec lui pour l'hygiénisme, et puis surtout pour l'encadrement de jeunes, il m'a dit deux choses très rapidement, dans les premières minutes où j'ai eu la chance de recevoir ses cours et ses conseils. La première chose, c'est qu'il m'a dit « Seules les personnes en bonne santé devraient pouvoir jeûner ». Alors déjà, ça casse un petit peu l'élan enthousiaste avec lequel j'étais allé à sa rencontre. Ça, c'est la première chose, donc j'expliquerai plus tard pourquoi il dit ça, avec le recul de milliers de personnes encadrées, d'arriver avec cette assertion de « Seules les personnes en bonne santé devraient pouvoir jeûner ». Et puis la deuxième chose qu'il m'a dite, alors je précise en plus j'enregistrais les cours pour pas en perdre une miette, c'est des cours en individuel. Et en gros c'était de me dire que l'hygiénisme avait des cadavres dans les placards, du fait d'avoir fait jeûner des gens parfois de manière inadaptée, on va dire. Alors ça égratine le mythe sheltonien, où c'est vrai qu'Herbert Shelton a eu un procès puisqu'une personne était décédée lors d'une de ses conduites de jeûne, mais de ce qui est su à travers le temps est transmis par les hygiénistes, c'est qu'il y en a eu bien d'autres des cas, mais c'était des décès qui étaient indirects avec le temps, mais où la fragilité organique avait été manifestement créée pendant un jeûne. Ce sont surtout des lésions au niveau rénal. Donc le décès survenait quelques semaines, quelques mois après le jeûne, ce qui faisait en sorte qu'on était protégé d'un point de vue légal, parce que voilà, généralement quand on va jeûner, c'est quand on est dans un état sanitaire peu satisfaisant. Et si on décède quelques semaines, quelques mois après, on va dire bon bah on va pas remettre ça sur le dos du jeûne. Et donc, si vous observez attentivement les discours des hygiénistes, de la manière dont il a évolué depuis les années 80, alors qu'il était extrême, voire extrémiste par moment au niveau du jeûne, il s'est très adouci. C'est-à-dire que Mérien, lui, a dès le départ été considéré soit comme un faux hygiéniste,
Lui, c'est lui-même autoproclamé comme un hygiéniste modéré. Il avait fait l'erreur incroyable de proposer des descentes alimentaires par palier aux jeunes. Il faut remettre les choses dans le contexte, c'est qu'avant, selon Herbert Shelton, je rappelle, Herbert Shelton, c'est le tempo de l'hygiénisme et du jeûne, au moins dans les années 70, mais on va dire 40 ans après, ça perdure. Alors évidemment, moi je suis admirateur de Shelton, sans Shelton, les personnes qui se réclament de l'hygiénisme n'existeraient probablement pas. Donc il a fait un travail extrêmement conséquent, mais le charge à ses successeurs contemporains de faire perdurer le travail. Et donc c'est ce qu'a essayé de faire à sa mesure Mérien, en proposant une descente alimentaire par palier qui n'était pas faite, donc certains ont lui reproché que c'était des billevesées. Et puis surtout l'exemple le plus parlant, je pense que c'est Albert Mosseri, qui est la personne qui a introduite Shelton en France, en traduisant tous ses écrits. Il était sheltonien au bout des ongles au départ, et petit à petit, il a revu sa copie, en critiquant même dans les livres, avec beaucoup de respect évidemment. On peut respecter quelqu'un et sans lui faire perdre de crédit, et en simplement pointant des zones d'ombre ou des manquements. Ce que je fais ici, c'est pas du tout... au contraire, c'est par respect dans la continuité d'un travail pour le respect de l'individu. Et donc Mosseri, qui était très partisan des jeûnes longs par exemple, les a revus, ne recommandant que très très rarement, exceptionnellement des jeûnes au-delà de 21 jours. De la même façon, il a revu le demi-jeûne. Il était quand même plus ou moins d'accord sur la fin pour adapter une alimentation avant de jeûner, etc. Donc il y a eu de vastes changements, mais beaucoup d'individus restent sur les écrits de Shelton, qui datent d'il y a au moins 30, 40, 50, voire 60 ans. Moi, souvent, on me dit que je suis un charlatan, puisque j'encadre des jeunes, et qu'il n'y a pas besoin d'encadrer des jeunes, et qu'il suffit de lire les livres de Shelton. Moi, peu importe, mais je sais pourquoi j'encadre des jeunes. Chacun fait ce qu'il veut. J'ai pas besoin non plus de remplir des séjours ou des stages, ça ne m'intéresse pas. J'ai suffisamment d'activité et de plaisir à faire ce que je fais pour avoir besoin de faire la promotion. Et d'ailleurs, c'est une mise en abîme que je fais là avec cette causerie, où je mets des contre-indications supplémentaires à ce qui pourrait être véhiculé, donc c'est-à-dire des freins à l'ambition de jeûner. Et je le fais en connaissance de cause, à travers l'expérience transmise par Désiré Mérien, donc je le répète, sur des milliers de jeûneurs encadrés et 50 ans d'expérience, et aussi ce que j'ai pu constater, moi, dans ma modeste expérience d'encadrant de jeûne. Donc je vais commencer à lister, et puis j'essaierai d'argumenter pour certaines fois, dans des cas qui pourraient être, on va dire, qui pourraient susciter la réflexion, puisque ça pourrait sortir un petit peu du cadre de ce qui est admis comme potentiel pour un jeune. Alors la première chose, on va s'attarder sur les maladies génétiques. Alors les maladies génétiques, c'est surtout la greffe d'un organe, donc là c'est une maladie liée à un organe génétique qui ne dépend pas d'une ascendance quelconque, mais je commence quand même par celle-là. Donc c'est un organe qui aurait été greffé, généralement c'est foie-rein, donc c'est-à-dire des organes émonctoires majeurs en cas de jeûne. Chaque organe greffé nécessite la prise quotidienne d'un médicament anti-rejet. La personne qui a un organe greffé est jusqu'à sa mort obligé de prendre un médicament anti-rejet tous les jours, c'est-à-dire que le corps reconnaît comme une substance non naturelle. Donc imaginons qu'on jeûne, le but du jeûne c'est d'exclure toute chose non naturelle, non physiologique de l'organisme. Donc évidemment c'est complètement antagoniste. Déjà pour cette raison-là, c'est que le corps va chercher à se débarrasser de l'organe, enfin qu'il y aura, on va dire, un antagonisme très puissant, et puis surtout, c'est que, comme je le disais, ce sont des organes émonctoires généralement qu'on greffe, rein et foie. Et évidemment, c'est encore plus présent si c'est attaché au niveau du cœur, une greffe du cœur, mais ça je détaillerai un petit peu plus tard les problèmes cardiaques. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est le syndrome de Gilbert. Donc, Gilbert, c'est une maladie syndrome de Gilbert, c'est une pathologie qui est souvent génétique, qui atteint le foie.
au niveau de la production du pigment biliaire. Grande attention dessus, vraiment grande attention. Moi souvent j'ai appris que pas plus de 24 heures, et après on pouvait ajuster des jeûnes, mais toujours sous conduite, et puis le rompre dès l'instant qu'il y avait des troubles dysfonctionnels. En revanche, j'ai vu de grandes améliorations avec des régimes hypotoxiques. Très grandes améliorations avec les régimes hypotoxiques. Donc même le syndrome de Gilbert, on n'est pas obligatoirement pressé de jeûner pour s'en guérir. Par la seule alimentation, j'ai vu des résorptions très fortes. Il y a aussi au niveau génétique la myopathie. Donc ça c'est une dégénérescence musculaire, donc là le jeûne sera complètement à prescrire, surtout quand ce sont des myopathies pseudo-paralytiques avancées, graves. Donc là il faut être extrêmement prudent. Et puis dans le quatrième point des maladies, on va dire génétiques, ça sera le diabète maigre, donc le diabète de type 1 insulinodépendant. Alors déjà là on va commencer à grincer des dents. Puisque certaines écoles, certaines personnes pensent qu'il est possible de jeûner avec quand on a un diabète de type 1, c'est possible, mais c'est possible aussi quand on jette une pièce en l'air de faire face. Il est possible aussi que ça fasse pile. Donc je ne vois pas l'intérêt de prendre des risques, parce que des risques il y en a, très forts. Donc je ne vois pas l'intérêt de prendre des risques quand aujourd'hui on sait, notamment par les régimes cétogènes, ou alors les régimes du docteur Gabriel Coussens, ou alors les régimes de l'université de Newcastle, on sait guérir efficacement le diabète du type 1 assez rapidement, sans passer par le jeûne. Et donc je ne comprends pas cet empressement à faire jeûner des diabétiques de type 1 en prenant des risques, parce que il y a des cas graves, très graves, où des diabétiques de type 1 ont jeûné, même peu de temps, avec de gros problèmes. Alors, je vais directement enchaîner sur les cas physiques problématiques, les contre-indications au jeûne, mais là qui ne sont plus génétiques, qui sont simplement physiques. Et je vais enseigner tout de suite sur le diabète de type 2, où pareil, je trouve que c'est contre-indiqué. Alors, il m'est arrivé d'avoir connaissance de personnes qui ont jeûné, voire même d'encadrer de manière relativement souple et adaptée des diabétiques de type 2. Je ne trouve pas cela intéressant du tout par rapport encore une fois, au hasard que ça génère. Mosseri, lui, mettait en avant le fait que le jeûne des diabétiques était surtout un problème lors de la reprise, parce qu'il faudrait contrôler très régulièrement son taux de sucre et son niveau d'insuline dans le sang, puisque c'est complètement aléatoire suivant comment le milieu extracellulaire a été décongestionné. Et puis dans le diabète de type 1, évidemment, vitalité du pancréas. J'ai eu l'occasion d'observer une personne qui était en limite de diabète de type 2, limite. Donc elle avait simplement un dextro pour mesurer sa glycémie, qui était à peu près dans les clous, 1,2, 1,3, voilà, parfois, c'est-à-dire c'est pas extraordinaire, donc il n'y avait pas d'insuline pour cette personne, ni en comprimé, ni en injection, enfin rien. Je précise que la personne avait déjà un régime hypotoxique, donc elle était végétarienne, sans gluten, faisait attention à son alimentation, buvait des jus, etc. Bonne forme physique pour 50 ans, ok. Et la personne, juste après 3 journées de jus, donc au jus, tranquillement, hein, évidemment, des jus pas trop sucrés, beaucoup de légumes avec un indice glycémique faible, a été prise de vomissements. J'ai pensé à une crise d'acédocytose, j'ai contacté 2 médecins, dont un médecin urgentiste, les 2 m'ont dit que c'était très peu probable. J'ai détaillé évidemment tout le contexte. La personne, pour elle, c'était normal, c'était de la détox, etc.
moi ça me semblait particulier comme cas. Et puis la personne s'est rendue aux urgences et a dit qu'elle faisait une cure de jus. Et les urgentistes lui ont dit qu'elle avait été tout à fait avisée de manière positive de venir aux urgences, parce que 12 heures après, c'était même 12 heures après maximum, c'était le coma. Et quelqu'un qui jeûne chez lui tout seul au jus, pensant que ses vomissements c'est de la détox et qui fait un coma, en définitive ça s'appelle le décès. Donc voilà pourquoi j'ai mis une très grande prudence pour le jeûne en situation de diabète. Ça peut passer très bien, mais en l'occurrence, pour ce que j'en ai appris des personnes qui mentionnaient le jeûne et de ce que j'ai pu constater directement et indirectement, encore une fois, c'est extrêmement aléatoire. Si vous dites à un conducteur de jeûne, une personne qui a 50 ans, qui mange bio, végétarien, sans gluten, qui fait de l'activité physique, qui est en limite diabète mais qui ne l'est pas, qui au bout de 3 jours va partir en crise d'acidocytose et risquer le coma, on vous dira que c'est pas possible. Je l'ai constaté. Et donc du coup ça a mis un frein et ça m'a d'autant plus responsabilisé sur les paroles transmises par ceux qui ont encadré des jeûnes. Donc c'est pour cette raison que je peux passer des fois pour un pisse-froid, pour quelqu'un qui n'est pas hygiéniste ou qui n'est pas un bon encadreur de jeûne, ou quelqu'un qui est tenu par la peur. La peur, on en a tous. Je pense qu'elle est assez minorée. Simplement, c'est qu'il y a une partie de raison et d'expérience. C'est-à-dire, on peut dire plein de choses, on peut avoir plein de pensées, plein d'idées, plein de concepts. Mais à un moment donné, c'est le savoir. Donc la croyance n'est pas tellement intéressante quand il s'agit de santé humaine. Donc j'insiste extrêmement lourdement sur les risques efficients, réels et très concrets de jeûner lorsqu'on est diabétique. Ça, c'est parce que ça m'a été transmis, encore une fois, parce que je l'ai observé. Et qu'on me l'a rapporté très directement. Après, chacun fait ce qu'il veut, prêche ce qu'il veut, et laisse entendre ce qu'il souhaite par rapport à cela. Mais les symptômes de détoxination ne doivent pas être confondus avec des symptômes pathologiques réels. C'est-à-dire que là, ce sont des vomissements pour les crises d'acidocytose, de grands vomissements, et qui peuvent être interprétés comme des décongestions du pancréas ou du foie, etc. C'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. Passer à un autre cas physique qui est l'hyperthyroïdie. Donc autant pour l'hypothyroïdie, même l'hypothyroïdie d'Hashimoto en tant que maladie auto-immune, le jeûne se montrera efficace. Alors après, pour tout ce qui va concerner les prises médicamenteuses, je renvoie d'ores et déjà vers une causerie que j'ai pu faire, c'est jeûne et les traitements ou c'est-à-dire médicaux, plantes, etc. où je détaille cela. Un autre cas sur lequel j'insiste, c'est les malades épileptiques. Le jeûne reposant sur la vitalité nerveuse pour détoxifier. Un épileptique est déjà surstimulé au niveau de son système nerveux, donc le jeûne va déclencher chez lui de grandes crises, des crises répétées. Donc on préférera une alimentation adaptée hypotoxique, régime cétogène par exemple. Moi c'est ce que je fais systématiquement, avec des améliorations. Donc l'épilepsie c'est une chose très spécifique. Donc l'épileptique qui jeûne va déclencher des crises qui ne sont pas des crises de guérison, qui seront des crises d'énervation. Deux autres cas aussi, c'est la maigreur trop importante. Donc il y a des barèmes de poids hygiénistes avec des seuils à ne pas dépasser, puisque après il y a des seuils limites desquels il est très difficile de revenir. Donc quelqu'un de mince peut jeûner, quelqu'un de maigre peut jeûner, mais une maigreur très poussée, très avancée, très importante est un gros obstacle, puisqu'après on peut atteindre des organes et affecter des organes de manière néfaste, de manière presque irréversible. Donc grande précaution. Et à l'inverse, les obésités sévères, qu'on qualifie des fois d'obésité très morbide, ceux-là, là évidemment on déclenche des réactions d'une violence incroyable, complètement incontrôlable, donc c'est vraiment pas à faire. Si la personne obèse souhaite, comme
comme la personne maigre souhaite jeûner, il faudra déjà rétablir un équilibre physiologique minimum. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui est extrêmement maigre devra au moins être maigre, voire mince, pour jeûner, et un obèse sévère devra simplement devenir obèse au minimum avant de pouvoir jeûner. Je parlais de pathologie du système nerveux en évoquant l'épilepsie, il y en a deux autres. Quand elles sont très avancées, je parle de phases très avancées de ces maladies, pour lesquelles il n'est absolument pas judicieux de jeûner, c'est les maladies d'Alzheimer et la sclérose en plaques. Et là aussi, puisque le système nerveux sera complètement occupé à essayer de maintenir la personne en vie, et que quand on déclenche des processus de détoxination sur la base de l'énergie vitale nerveuse, c'est absolument pas souhaitable pour la santé de l'individu. On aura aussi ce qu'on appelle des ulcères, des colites ulcéreuses très fortes, très aiguës. Là, dans ces moments-là, il faut couper la phase aiguë pour l'abaisser avant de pouvoir jeûner. Sinon là, pareil, ça va être des ulcères qui vont s'aggraver et qui vont être très dommageables, avec des saignements, ce qui n'est pas souhaitable, évidemment. Je parlais tout à l'heure de troubles cardiaques avec les greffes. Le simple fait d'avoir un stimulateur cardiaque comme un pacemaker, une pile, enfin voilà, c'est un problème. C'est un problème puisque l'on va, dans le cas d'un pacemaker par exemple, on va donner un tempo précis avec une petite variabilité, mais qui va être autodéterminé, donc ça va être 60 pulsations, pour certaines 55, d'autres 65, voilà, on estime en fonction de votre terrain. Seulement, lorsqu'on détoxifie, un des paramètres à prendre en compte pour évaluer la détoxination, c'est la hausse des pulsations cardiaques qui indique qu'il y a une activité de détoxination, puisqu'il y a plus de toxines dans le sang, donc le cœur bat plus vite pour éliminer ces déchets par les urines et donc par la filtration rénale. Évidemment, s'il n'y a pas le système va avoir beaucoup de déchets métaboliques dans le sang, et la hausse de la fréquence cardiaque ne pourra pas être effectuée, puisqu'il y a un pacemaker qui fait cela de manière artificielle. Donc là, on se retrouverait avec une saturation de toxines au niveau du sang, ce qui n'est évidemment absolument pas souhaitable. Si on parle d'insuffisance cardiaque, on va parler aussi d'insuffisance hépatique, ou d'insuffisance rénale, ou d'un faible taux d'albumine, voire de néphropathie, donc c'est-à-dire des lésions au niveau des néphrons. Dans tous les cas, c'est-à-dire qu'un des organes édonctoires majeurs, c'est-à-dire le foie ou les reins, sera en insuffisance. Alors évidemment, quelque chose qui est en insuffisance, il faut le voir en situation de fatigue. Donc imaginons quelqu'un qui soit extrêmement fatigué par sa semaine, par ses mois de travail, qui soit presque en fatigue chronique ou burn-out, puis on lui dit tiens, viens nous aider à déménager, on a 4 jours de déménagement. Évidemment que c'est pas à lui qu'on va demander de nous filer un coup de main, parce qu'il risque de faire tomber des choses, de s'endommager encore plus, et puis d'être complètement à la HS au bout des 4 jours. Et bien évidemment qu'un organe qui est insuffisant, il est fatigué, il est épuisé, le but c'est de le revitaliser et pas de le faire travailler d'autant plus. Donc s'il y a insuffisance hépatique ou insuffisance rénale, voire néphropathie ou faible taux d'albumine, ces gens-là ne devraient pas jeûner. Déjà le simple fait même d'évoquer une détoxination, et même sur une monodiète, une cure quelle qu'elle soit, c'est absolument pas souhaitable. Et c'est dans ces cas-là où je disais que on va dire dans l'hygiénisme, avec l'approche du jeûne hygiéniste, notamment il y a une quarantaine d'années, à des cadavres dans le placard, c'est qu'on a fait jeûner de manière inconsidérée des insuffisants au niveau émonctoriel, et que si le décès n'est pas intervenu immédiatement pendant le jeûne, quelques semaines, quelques mois après avoir détérioré des fonctions essentielles qui n'ont pas pu être résolues, guéries, eh ben il y a eu des dialyses dans le meilleur des cas, ce qui est déjà horrible, et dans le pire des cas, des décès. Donc grande vigilance sur les insuffisances hépatiques et les insuffisances rénales, et encore plus quand il y a des néphropathies. Un autre émonctoire qui peut être également touché, ce sont les poumons, les voies pulmonaires. Donc une tuberculose pulmonaire avancée ne sera absolument pas indiquée dans le cas d'un jeûne, parce qu'évidemment là va y avoir une
une décongestion et donc une recongestion, je dirais, par insuffisance, qui sera tout à fait dommageable. On le voit, hein, les quantités de mucus excrétés, les crachats, l'haleine même, aussi qui vient de la décomposition et du filtrat des gaz au niveau sanguin dans les microalvéoles, nous indique qu'il y a une énorme activité pulmonaire pendant le jeûne. D'ailleurs, c'est l'axe de détoxination majoritaire. Donc, vraiment grande précaution sur les maladies pulmonaires en cas de jeûne. Je dirais aussi que, là on va toucher une autre chose très sensible, ça va être les cancers généralisés ou certains cancers avancés. J'entends souvent, tiens, on me rapporte des faits que certaines personnes ont jeûné, elles étaient dans un état, on va dire, moribond. On me dirait, il a manqué quelques jours de jeûne pour qu'elle soit guérie, puisqu'à l'échographie, la tumeur ou les tumeurs avaient réduit. Sans cynisme aucun, tout avait réduit. Donc évidemment que la tumeur a réduit, la personne a perdu 15 kilos, elle a perdu du gras, elle a perdu du muscle, elle a perdu aussi fondamentalement des tissus lésés et des tumeurs. Ça c'est normal. Alors j'ai jamais trop compris pourquoi on me disait ça, c'est-à-dire que évidemment la personne a perdu le tiers de son poids. Fort heureusement que au moins les tumeurs ont rétréci en situation de jeûne, mais il ne s'agit pas de se dire on y était presque, il faut le voir comme un échec, que ce n'a pas été un jeûne, un bon jeûne, c'est un jeûne qui amène à la guérison, sinon c'est un jeûne qui a été mal évalué. Alors on peut tenter son va-tout, mais je pense que c'est dommage de miser que sur le jeûne, quand aujourd'hui il y a des techniques de guérison incroyables, je ne vais pas les citer ici, mais incroyables, qui permettent de guérir du cancer, pas de tous les cancers, parce que chaque type est unique, renvoie à un terrain individuel. Je rappelle qu'il n'y a pas que la cellule qui est à prendre en compte, il y a l'émotion, l'aspect énergétique et l'aspect spirituel chez un individu. Il y a 4 dimensions. Alors de miser que sur une dimension, moi ça me semble toujours très étonnant. Alors là je vais reciter Mérien, c'est une phrase qui peut paraître très cynique, il a écrit beaucoup sur le cancer, le jeûne et le cancer. Donc il écrivait un livre qui s'appelle Jeûne et cancer, quand j'étais à son centre. Et puis je dis, est-ce que tous les cancéreux peuvent jeûner? Et il me répond, il vaut mieux faire de l'hygiénisme sur un vivant que sur un mort. Alors c'est interpellant, c'est très violent même. Et en même temps c'est très juste. C'est très juste, et c'est là l'intérêt de lui, le pseudo-hygiéniste, ou lui, l'hygiéniste modéré, qui introduit une descente alimentaire, on va dire le mécréant. Dans la descente alimentaire d'un jeûne, si une personne qui a le cancer n'a pas suffisamment de vitalité, il n'y aura pas de palier sur cette descente alimentaire. Ça sera une perte nette et non progressive et graduelle de poids, qui indiqueront qu'on atteindra, comme j'ai expliqué plus rapidement, le poids de sécurité, et on ne pourra plus faire jeûner la personne. Ça, c'est déjà le premier outil de diagnostic. Faire une descente alimentaire par palier. Alors là, je renvoie au livre de Mérien, la descente, le jeûne par palier, ou la détoxination par palier, chez Jouvence, c'est 4,90 €. Je suis pas j'ai pas de commission là-dessus, mais disons que ça permet d'avoir en tête pourquoi il faut y aller par palier. Et donc, s'il y a une perte de poids non graduelle et complètement linéaire, là, c'est un vrai problème, c'est-à-dire que la personne ne dispose pas de vitalité. Parce que même en jeûne, il y a des paliers, il y a des cycles avec des paliers réguliers, normés, quasiment systématiques pour tous les individus, qui sont établis par les hygiénistes depuis une quarantaine d'années. Et donc, quand ces paliers-là ne sont pas respectés, ça clignote rouge de tous les côtés. C'est-à-dire que le corps n'est que sur la détox et pas sur la récupération, et évidemment, on atteindra beaucoup plus rapidement que prévu le poids de sécurité, on ne pourra plus jeûner après. On va faire du bricolage pour que la personne reste aux limites de son poids de sécurité, mais on va être toujours avec la sueur au front, que ce soit l'individu lui-même ou la personne qui encadrera le jeûne, pour savoir si on est dans une limite de dangerosité ou quelque chose qui est thérapeutique.
Alors oui, un cancer qui est pris suffisamment tôt, et puis où la personne a une bonne vitalité organique, le jeûne va se montrer tout à fait efficace. C'est ce qui est montré par beaucoup de recherches. Ça, c'est plus à démontrer. On le voit que l'environnement cellulaire se modifie en situation de cancer quand il y a jeûne. Ça, c'est net. Mais ça ne sous-entend pas que n'importe quelle personne qui développe un cancer peut jeûner. Donc certains stades de cancer très avancés ou des cancers généralisés assez avancés, le jeûne, pour cela, précipitera le décès. Donc c'est sinistre à dire, mais je reviens à la phrase de Mérien, il vaut mieux faire de l'hygiénisme sur un vivant que sur un mort, c'est-à-dire dans la pédagogie de dire malheureusement tu n'as pas su t'écouter suffisamment et un cancer pour X ou Y raison s'est développé. Aujourd'hui, l'entreprise que tu tentes de suivre, c'est-à-dire de recourir au jeûne, n'est pas adaptée. C'est-à-dire que c'est presque une course contre la montre. Donc il y a des cas où la chimiothérapie aura plus de chances de sauver l'individu que le jeûne. C'est horrible à dire, et c'est comme ça. Et il ne faut pas être là non plus dans l'idéologie. Et donc quand la personne fera sa chimiothérapie, qui est un acte qui est vraiment destructeur, là c'est-à-dire qu'on passe l'organisme au napalm, mais il sera toujours intéressant, vu qu'on connaît les effets du jeûne pendant la chimiothérapie pour protéger les cellules, si on met une alimentation hypotoxique, si on travaille sur les émotions, refoulé, si on travaille sur l'énergie vitale, et bien après on peut remonter la vitalité d'une personne et faire d'elle quelqu'un en très bonne santé, avec un beau rayonnement 6 mois après qu'elle a entrepris sa chimiothérapie, alors qu'on pourrait l'amener d'un état moribond jusqu'au cercueil, en étant dans l'extrémisme idéologique en la faisant jeûner, sans raison aucune. Le jeûne, c'est la vitalité organique, au départ. Donc s'il n'y a pas de vitalité organique, il ne sert à rien d'essayer de faire jeûner quelqu'un. Dans le meilleur des cas, il ne se passera rien, et dans le pire des cas, ça précipitera l'atonie cellulaire. Je vais maintenant détailler certains cas particuliers. Donc la femme enceinte. Alors la femme enceinte peut théoriquement jeûner, mais évidemment, il ne faut pas que ça soit trop prolongé. On le voit dans différentes religions, voilà, où le jeûne a été fait, il y avait des exceptions pour certaines femmes, pas pour d'autres, ça dépend de plein de choses, mais en tous les cas, il n'est pas tellement judicieux de faire jeûner une femme enceinte. La femme allaitante aussi, puisqu'il y aura le lait qui ne montera plus au-delà de 24-48 heures, donc c'est pas spécialement intéressant. Et puis il y a les enfants. Alors les enfants, des encadrants de jeûne expérimentés m'ont dit avoir accompagné de jeunes enfants, très jeunes enfants, c'est-à-dire moins d'1 an, en situation de jeûne parce que l'urgence le voulait. Et où ça s'est passé, on m'a dit systématiquement avec la mère à côté et la mère qui jeûne. Et on m'a transmis le fait qu'un jour de jeûne chez un enfant équivaut à une semaine chez un adulte. J'ai même entendu dire, c'est une fois, mais je crois cet encadrante pour le coup de jeûne sur parole, qui a vu, elle l'a pas encadré directement, mais elle connaît très intimement les parents qui l'ont fait. L'enfant fœtus était déclaré comme quasi mort, et les parents ont fait jeûner, ils avaient des connaissances sur la mémoire de l'eau, etc. On fait jeûner l'enfant, il a pu être sauvé, on va dire, miraculeusement. Mais c'est un cas si exceptionnel que je le note sans véritablement le noter. C'est-à-dire mais c'est simplement pour dire à toutes les choses dites et énoncées, on pourrait rajouter oui mais. Donc là je mets un oui mais de manière générale, enfant, il faut avoir une connaissance mais vraiment prodigieuse de l'encadrement de jeûne, du jeûne et je dirais d'autres techniques annexes, plus subtiles on va dire, pour pouvoir se permettre de faire ou de recommander cela. Sans cela, c'est un état
de mort rapide, puisque la perte de poids de 5% chez un enfant peut avoir des séquelles irréversibles. Autre cas particulier, les carences nutritionnelles, qui sont avérées, hein, les carences aiguës en minéraux notamment. Donc là, il est préférable de les corriger avant d'entreprendre un jeûne. Ce qui nous amène aussi au cas d'épuisement profond, alors les malades épuisés, ceux qui sont dévitalisés, les grands sous-vitaux, ce qu'on dit aussi les anergiques, donc sans énergie. Voilà, quand c'est très avancé, quand la fatigue est très avancée, je rappelais il y a quelques minutes que tous les processus de détoxination et de jeûne reposent sur la force vitale. Évidemment, un individu qui n'a pas de force vitale n'a pas intérêt à jeûner. Cela dit, j'ai observé des gens qui étaient fatigués. Moi-même, un jeûne que j'avais fait, j'étais très fatigué, j'avais tiré sur la corde énormément. Je pensais que c'était pas tellement souhaitable hein, de jeûner dans mon état, et pourtant je l'ai fait. C'était il y a quelques années de cela. Jeûner 15 jours. Ça a été un de mes jeûnes les plus efficaces. Par contre, ce qui se passe souvent, c'est que les quelques premiers jours, il n'y a pas de détoxination véritable. Il y a une restructuration de l'énergie. Donc là, on dort, on garde le lit de manière presque forcée, s'il y a lâché prise au moins préalable. Et une fois, donc là, il n'y a pas tellement de perte de poids, il n'y a pas de symptômes de détoxination, c'est-à-dire qu'on dort et point. On reconstitue de la matière énergétique, de l'énergie nerveuse, et à partir du moment où il y en a suffisamment, on commence à partir en détoxination. Ça, c'est pour les cas de fatigue, mais je dirais les cas d'épuisement profond, ce n'est pas le cas. Donc les sous-vitaux, les épuisés, là je refais le lien avec les gens qui peuvent avoir certains types de cancers avancés, ça sera absolument pas souhaitable, parce que là il n'y aura pas de force vitale. Et quand je parle de fatigue, évidemment, ça va induire aussi une fatigue organique, une fatigue émonctorielle, donc c'est-à-dire avec des émonctoires saturés, c'est-à-dire les filtres sont déjà bouchés. Il ne sert à rien de leur donner du travail parce qu'ils n'ont pas la capacité, et en plus, elle est déjà à saturation. Le dernier cas particulier, enfin, ça sera les malades sous médication chimique lourde. Alors là, c'est à voir selon les cas. Là aussi, c'est à l'appréciation du conducteur de jeûne et de la personne, et je dirais avec l'encadrement d'un médecin qui connaîtra évidemment la chimie. Les doses de chimie sont recommandées selon des protocoles, rarement selon des individus. On peut évaluer d'un peu de manière subjective, mais dès l'instant qu'on rentre en jeûne, c'est un phénomène extraordinaire. Donc on sort de l'ordinaire. Donc évidemment, les principes actifs chimiques des médicaments vont circuler d'autant plus efficacement dans le sang et toucher de manière impactante, encore plus fortement les organes. Donc grande vigilance pour les malades qui sont sous médication lourde. Alors, je dis chimique, mais ça peut être aussi naturel, hein, avec des principes actifs très forts. Hein, donc grande vigilance à cela. Je finirai enfin, donc j'ai parlé des maladies génétiques, des cas, enfin dites génétiques, des cas physiques, des cas particuliers, puis je finirai avec les maladies mentales ou psychiques. Alors on sait, notamment les Russes, on fait suffisamment d'études que pour les maladies psychiques, le jeûne s'avérait être extrêmement efficace. Les informations de maladies psychiques, c'est composition du sang et équilibre de l'écosystème intestinal. Voilà, c'est aujourd'hui ce qu'on sait. Donc évidemment, le jeûne sera extrêmement efficace pour ces deux secteurs-là. Donc la schizophrénie, la bipolarité, la dépression trouve un salut extraordinaire avec le jeûne. Voilà, ce n'est plus à démontrer, on le voit dans le documentaire d'Arte, hein, le jeûne nouvelle thérapie, hein, où les scientifiques médecins russes font jeûner des patients psy depuis des années avec des résultats prodigieux. Donc les états psychotiques caractérisés, donc là on parle vraiment de psychose dangereuse, c'est vraiment déconseillé. Tout comme les pathologies psychiatriques, on va dire, très anciennes et incontrôlables. Donc là, voilà, avec des états démentiels. Donc évidemment là, on se hasardera pas à faire jeûner ces individus-là. De manière générale, alors j'aurais pu le mettre dans les cas physiques, mais les addictions aux drogues. Des addictions lourdes, hein. Je parle d'addictions lourdes telles que l'alcoolisme,
l'addiction à la cocaïne, voire même au cannabis, parce que là, il peut y avoir des basculements psychiques lourds. Donc à toute forme de dépendance et d'addiction lourde, il faudra déjà détoxiner et détoxiquer un minimum au préalable avant de pouvoir jeûner de manière sécurisée. Et souvent, moi je médite, à chaque fois que je parle avec des infirmières parce que là, évidemment, c'est incroyable là, pour désintoxiquer quelqu'un le jeûne. Si des centres ouvraient sous l'encadrement de médecins et surtout d'infirmiers et infirmières psychiatriques, on pourrait avoir des résultats absolument prodigieux. C'est là où, je dirais, bon nombre de ces contre-indications se trouveraient effacées par un encadrement efficace, c'est-à-dire sous l'égide des médecins, comme c'est le cas en Russie, comme c'est le cas en Allemagne, dans 7 hôpitaux publics. C'est-à-dire là, les gens qui ne pourraient pas jeûner sur les contre-indications que j'ai évaluées, beaucoup pourraient le faire si un encadrement était suffisant. Je parle notamment au diabète, où là des prises de sang peuvent être faites régulièrement, à tous les stades, au moment de la descente alimentaire, au moment du jeûne lui-même, au moment de la reprise alimentaire. Donc là, oui, ça serait sécurisant. Et la contre-indication serait levée, sans souci. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, ce n'est pas envisageable. Une autre forme de déséquilibre psychique, on va dire l'anorexie. Alors le premier jeûne que j'ai encadré, on va dire quand bien même j'avais fait des anamnèses poussées, je fais des anamnèses d'au moins 4 pages, je prends du temps avec les personnes quand j'encadre, pour éventuellement dire aux personnes, bah non, c'est pas adapté, ou pas un jeûne, mais plutôt une cure, enfin bref, ou alors je refuse concrètement le jeûne, en tout cas avec moi, personne fait ce qu'elle veut. L'anorexie, moi je l'ai vu, alors qu'elle soit présente ou passée, hein. Alors évidemment présente pour les raisons logiques, comme c'est souvent anorexie renvoie à une maigreur extrême, comme je l'ai détaillé. Mais aussi, évidemment, dans les jeûnes, il va y avoir des remontées émotionnelles, évidemment, parce qu'il y a des nettoyages profonds sur tous les plans de l'individu. Et donc, une anorexie passée peut revenir au galop, surtout si on est privé de nourriture, parce que l'on recontacte ce qui a été douloureux par le passé, de manière complètement inconsciente, mais ça revient. Et donc, moi, le premier jeûne que j'ai eu encadré, j'ai 2 anciennes anorexiques et une ancienne boulimique. Et donc là, c'était... j'avais l'impression d'avoir une grenade dégoupillée dans la main toute la journée. Disons que ça a été extrêmement formateur et que ça m'a donné une exigence supplémentaire sur les anamnèses, sur les conduites et sur l'encadrement. Donc voilà, tout s'était extrêmement bien passé. J'avais la chance aussi dans ce premier jeûne d'avoir un psychologue extrêmement réputé qui était dans l'assistance, donc tout était très bien. Je précise que tout est toujours très bien quand on ne force pas et quand on ne joue pas. Donc il n'y a pas d'ego à mettre, ni de la part de la personne qui veut pratiquer le jeûne, et surtout pas au niveau de l'encadrant. Donc c'est pas un aveu d'échec de dire non, je n'encadre pas votre jeûne, ou je ne pense pas qu'il soit préférable que tu sois à l'eau. C'est pas un aveu d'échec, je pense que c'est une sagesse. C'est pas de la peur non plus, mais c'est plutôt de la raison, et dans certains cas une expérience, on va dire, éprouvée. Je finirai par deux cas. Eh ben, c'est le jeûne est contre-indiqué, la phobie du jeûne, hein, déjà, si on est phobique de ce qui peut ressortir pendant un jeûne ou de l'absence de nourriture elle-même, autant pas y aller. Ça sert à rien. Là, on peut passer par différentes choses, comme pas sauter un repas, faire une diète, pas de souci. Et je dirais de manière générale la peur, pas simplement la phobie du jeûne, la peur avec un grand P. Ça sert à rien d'aller faire un jeûne si on a une peur qui est nourrie d'une manière ou d'une autre. Il n'y a aucun intérêt à se violenter. Quand il n'y a pas d'urgence thérapeutique, tout est bien. On est vraiment toujours sur de l'apprentissage, sur de la pédagogie. Donc de manière générale, pour conclure, s'il n'y a pas on va dire, d'empressement vital, et encore, hein, comme j'ai précisé pour le cancer, aujourd'hui on a tellement de connaissances, mais ça demande aussi de sortir de son on va dire de sa limitation au niveau de l'approche thérapeutique, ou de la limitation dans les conceptions de l'existence. Il y a tellement de possibilités d'approche, de possibilités, et j'emploie le terme de miracle, mais qui n'en sont pas, parce que tout peut s'expliquer physiologiquement aujourd'hui. On est suffisamment avancé en
en physique quantique pour savoir qu'on est possiblement détachable des notions de l'espace et du temps, pour se laisser contraindre à n'avoir qu'une approche thérapeutique dans le cas d'une pathologie. Je dirais que c'est pas un échec de ne pas pouvoir jeûner, c'est une invitation à suivre une autre voie thérapeutique. Je trouve que le jeûne est un outil absolument incroyable. Enfin voilà, j'en parle suffisamment pour pas avoir à développer pourquoi je pense que c'est incroyable. Mais ce n'est pas quelque chose d'exclusif, ce n'est pas quelque chose qui doit être vu comme un absolu, absolument pas. C'est un outil, donc pour certaines personnes, dans certains cas, sur certains terrains, à certains moments de la vie, cet outil est adapté, et pour d'autres cas, il n'est pas adapté. Et il ne faut pas y voir un échec, il faut y voir le fait que ce n'est pas encore le moment. Et il y a tellement d'autres approches par l'alimentation, par la gestion émotionnelle, par la circulation énergétique, et par l'ouverture spirituelle, qui peuvent nous amener à nous sentir mieux, pour pouvoir jeûner demain. Donc ces contre-indications que j'ai énoncées, ce n'est pas pareil de l'idéologie, ce n'est pas non plus pour diaboliser le jeûne, encore moins pour exclure certaines personnes, ce n'est pas de la peur non plus. J'espère qu'il est entendu que c'est plutôt de la raison, de l'expérience et une forme de sagesse héritée. On va dire tout ce que je dis là, ce n'est pas moi, c'est ce qu'on m'a transmis, c'est ce que j'ai appris et c'est ce que j'ai observé. Voilà, donc c'est la même chose à travers tout ce que j'essaye de transmettre. Et puis il n'y a pas d'empressement. Encore une fois, il y a rarement un empressement à s'imposer des choses. Et puis y aller avec de manière progressive, avec écoute intérieure, plutôt que de manière idéologique, empressement et peur aussi. Voilà. Pour ce qui était on va dire, des contre-indications du jeûne, en souhaitant que ça remette certaines choses à leur place et que ça nourrisse certains questionnements.